Bonjour à tous, nous revoici dans une nouvelle vidéo, dans un cadre dont vous n'avez pas l'habitude. Effectivement, je ne suis pas au Portugal dans mon atelier aujourd'hui, mais je profite d'une visite dans les locaux de Perl & Co pour venir voir notamment ce jeune homme qui se prénomme Édouard à côté de moi et qui est notamment le sélectionneur de l'équipe de pierres précieuses, semi-précieuses, pierres fines, on va en parler après. Des pierres de collection notamment qu'a introduit Perl & Co dans ses collections. Et donc, Édouard, merci d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir. Voilà, nous allons donc discuter gémologie, puisque c'est donc ton métier. Mon métier, tout à fait. Voilà, et donc on va commencer tout de suite par une première question qui est, mais qu'est-ce que c'est le métier de gémologue? Et notamment parce que j'ai eu la question plusieurs fois, quelle est la différence avec un lapidaire? Est-ce que c'est la même chose? Que fait le gémologue? Pour qui est-ce qu'il travaille? Alors, la distinction entre le gémologue et le lapidaire, premièrement, je vais introduire ce qu'est le métier de gémologue. Donc le métier, le gémologue en lui-même, il s'occupe de l'identification des pierres en général. Donc ça peut être des pierres précieuses, des pierres fines, des pierres ornementales. Donc il va vraiment s'occuper de l'identification des matières. Pour procéder à l'identification d'une pierre, on procède par élimination. Donc on va identifier ses propriétés physiques, chimiques et optiques, donc en relevant son indice de réfraction, sa densité, les inclusions qu'elles peuvent présenter, la couleur. Tous ces éléments vont nous aider à identifier la nature d'une pierre. Après, une fois qu'on a sélectionné la pierre, on fait appel, tout gémologue fait appel à un lapidaire. Le lapidaire, c'est celui qui va sublimer les pierres en les taillant. Donc le métier de la lapidairerie, c'est celui qui fait naître de la pierre brute la pierre taillée. D'accord, donc c'est celui qui va donner la forme. Exactement, en passant par plusieurs étapes. Donc on fournit au lapidaire une pierre brute, donc issue directement de la terre. Il va faire l'ébrutage, donc faire la préforme de la pierre finale. Une fois cette étape finie, il y aura le facettage et le polissage pour donner vraiment tout l'éclat à la pierre taillée finie. Donc ce sont deux métiers bien distincts mais très complémentaires. L'un ne peut pas travailler sans l'autre. Et une petite question, du coup, toi, en tant que gémologue, donc, est-ce que tu es chargé de trouver l'approvisionnement de ces pierres? Est-ce que ça fait partie du travail du gémologue? Alors moi, aujourd'hui, dans mon métier de gémologue, je suis chargé essentiellement d'acheter des pierres brutes en respectant un cahier des charges fourni par mes clients. Mais c'est un travail vraiment en équipe avec le lapidaire, parce que dans la sélection des pierres brutes, le lapidaire intervient en nous disant si oui ou non les pierres sélectionnées peuvent répondre au cahier des charges du client. Sur le plan dimension, forme, c'est vraiment un travail d'équipe. Je pense qu'un lapidaire aujourd'hui ne peut pas travailler sans un gémologue et inversement. D'accord, donc c'est un travail d'équipe. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire si ça peut éveiller des vocations chez certaines personnes qui regarderaient cette interview, quelles sont les qualités requises pour être gémologue notamment? Et nous raconter un petit peu toi, comment est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu es né dans les pierres ou est-ce que c'est une passion et un métier donc, qui est arrivé un peu plus tard? Alors moi, je ne suis pas né dans les pierres, non. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages durant mes classes au collège et au lycée dans des joailleries, que ce soit à Béziers. J'ai démarré à Béziers, j'ai terminé à Megève. Tu faisais des études... Des études classiques, un cursus scolaire tout à fait classique. D'accord, pas de bijouterie ou de gémologie. Mais j'ai toujours été attiré par ce milieu-là. Donc à l'issue de stages dans des maisons de passionnés de la gémologie et de la joaillerie, ils ont su m'inculquer des valeurs et une passion, me transmettre vraiment leur passion. À l'issue de ces stages-là, je suis allé étudier à l'Institut national de gémologie à Paris pendant un peu plus d'1 an. Et les qualités requises pour être un bon gémologue, je pense que déjà, il faut être curieux. Ouais. Parce que l'analyse d'une pierre, ça passe essentiellement dans le regard et dans l'approche qu'on a envers celle-ci, de manière à appréhender vraiment la matière, à analyser ses inclusions. Il faut vraiment être curieux. Regarder, aller se projeter dans la pierre pour arriver à voir, mais là je vois une aile de papillon,
Donc ça, c'est hop, un saphir du Sri Lanka. C'est plusieurs indicateurs qui vont nous amener vers l'identification finale. Et je pense que la curiosité dans le métier, c'est ce qui fait apprendre. Plus on voit de pierres au quotidien, plus on acquérit d'expérience. Et tu parlais tout à l'heure du coup de rubis, de saphir, donc on va rentrer un petit peu dans le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est assez flou, je pense, pour beaucoup de personnes encore, la différence entre une pierre précieuse, une pierre semi-précieuse, même si je sais que c'est un piège, on ne dit plus pierre semi-précieuse, une pierre fine, une pierre ornementale. Qu'est-ce qui différencie ces différentes appellations? Alors ces différentes appellations, elles ont été créées un petit peu au fil du temps par des sous-familles. Donc les précieuses, c'est les 4 précieuses. C'est saphir, rubis, émeraude et diamant. Donc c'est la famille des précieuses. Il n'y a jamais d'autres pierres précieuses qui peuvent Alors être ça ne change classifiées. pas, mais ça devrait un petit peu évoluer. Ça ne change pas parce que c'est le métier qui ne veut pas que ça change, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, les pierres précieuses sont catégorisées, donc saphir, rubis, émeraude, diamant. On a appris les pierres semi-précieuses qui sont les pierres fines aujourd'hui, donc où on retrouve les tourmalines, les grenats, les tanzanites, toutes ces pierres-là qui sont semi-précieuses, mais parfois plus chères que des pierres précieuses, notamment au niveau des tourmalines. Je pense à la tourmaline Paraíba, qui est une pierre qui coûte aujourd'hui, en fonction de sa qualité et de son origine, plus cher que du diamant. Ah oui. Donc, donc elle devrait être catégorisée dans les pierres précieuses. Qu'est-ce qui fait qu'une pierre, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on a pu catégoriser des pierres comme étant précieuses? C'est quoi, leur rareté à la base? C'est que historiquement, la demande était faite sur le saphir, le rubis, l'émeraude et le diamant. Le marché était vraiment catégorisé là-dedans. Aujourd'hui, les marques qui créent les tendances s'autorisent de plus en plus de créer des collections avec des pierres fines. C'est ce qui fait également monter les prix et qui crée la rareté de ces pierres, parce que souvent les pierres fines sont extraites à bien moins grand volume que les pierres précieuses. Donc c'est vraiment ce qui fait la valeur des pierres fines aujourd'hui, mais malheureusement elles ne sont pas catégorisées pour certaines comme précieuses. Oui, donc ce n'est pas forcément une appellation qui a une... Oui. Enfin, c'est un statut C'est un statut qui a été donné, quoi, mais qui devrait, je pense, évoluer. Et les pierres ornementales, quelle est la différence avec des Les pierres fines? ornementales, c'est des pierres comme la malachite, le lapis lazuli. Donc des pierres plutôt opaques, c'est ça? Tout à fait. Ce sont des pierres qui sont moins utilisées dans la joaillerie, mais qui malgré tout sont retrouvées aujourd'hui par certaines marques de joaillerie qui utilisent beaucoup le lapis, la malachite, la jade, turquoise, tout à fait. C'est encore une autre catégorie de pierres. D'accord, donc du coup, on comprend bien les différentes familles. Et maintenant, donc, quand on est débutant, puisque sur ma chaîne, il n'y a pas que des débutants, mais en tout cas des personnes qui commencent à s'intéresser peut-être au sertissage de pierres fines, de pierres ornementales ou précieuses. Quelles sont les pierres à privilégier, mais surtout les pierres à éviter peut-être quand on commence? Donc on peut être un peu maladroit en tant que bijoutier, qu'on pourrait facilement abîmer, rayer, je ne sais pas. Quelles sont celles qu'il vaut mieux garder pour plus tard? Donc je vais démarrer par la pierre à éviter. Ouais. Moi, si je peux donner conseil à tout nouveau sertisseur qui souhaite s'exercer dans le sertissage ou apprendre, je conseille vraiment d'éviter l'émeraude. Parce que l'émeraude, c'est une pierre qui est souvent très incluse. Donc, ce qu'on appelle les givres en jardin. Une pierre incluse, c'est une pierre avec des points de rupture, des points de faiblesse. C'est-à-dire que si on appuie peut-être dessus, elle peut se rompre. Et au moment où on rabat la griffe pour sertir la pierre, il y a de grandes chances qu'une partie de la pierre puisse se casser, s'égriser, ou que la pierre se fende tout simplement, se casse. Donc je ne recommande vraiment pas l'émeraude pour s'exercer. Par contre, la pierre qui, je pense, est très intéressante pour tout sertisseur qui souhaite s'exercer, ça peut être le saphir. Le saphir qui a une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs. C'est la pierre qui se situe juste après le diamant. Elle a une densité qui est de 4. Tous les saphirs ont cette densité, parce que je vois qu'il y a plein de différentes couleurs dans le saphir, et notamment dans la formation
Certitube que je viens de sortir, on utilise un saphir-til. Est-ce que c'est la même densité Le saphir-til peut être une très bonne pierre pour s'exercer au sertissage, parce qu'il fait partie des saphirs qui sont pour le moment assez accessibles. C'est un saphir qui a une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs, une densité de 4, un indice de réfraction également très intéressant, donc une belle brillance. D'après moi, c'est une pierre qui est très intéressante pour tout sertisseur qui souhaite démarrer dans l'activité. Et on en parlait tout à l'heure un peu hors caméra. Si on nommait le prix, est-ce que le diamant est recommandé pour s'exercer, en tout cas pour débuter en sertissage? Alors si on fait abstraction totale du prix, le diamant serait un petit peu la pierre idéale pour tout sertisseur, parce que c'est une pierre qui ne peut pas, c'est une pierre qui peut se cliver, c'est-à-dire se casser, mais qui ne peut pas se rayer, qui a une très grande résistance à l'abrasion, la rayure. Oui, si on fait abstraction du prix, le diamant est une pierre très intéressante pour s'exercer au sertissage. Et de manière générale, j'imagine que toutes les pierres qui sont classées assez hautes sur l'échelle de Mohs peuvent être de bons entraînements, en tout cas de bons... Tout à fait. La tourmaline peut-être? Alors la tourmaline, c'est une pierre qui a une dureté entre 7 et 7,5. Ouais. Donc c'est une pierre que je conseille pour un sertisseur quand même assez aguerri, parce qu'on peut facilement égriser ou rayer une tourmaline. Et puis le seul moyen après d'enlever une égrisure ou une rayure, c'est de dessertir et de repolir la pierre. Ouais. Donc ça pourrait être une surcharge de travail pour le sertisseur. Donc vraiment pour s'exercer, moi je suggère le saphir. L'oxyde de zirconium, est-ce que c'est une pierre d'entraînement oui, aussi, synthétique? c'est une pierre, un substitut du diamant qui peut être intéressant. Oui, tout à fait aussi. Oui. Ok, et toujours dans l'optique donc de commencer à choisir des pierres, notamment pour sertir pour ses clients, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour choisir sa pierre, notamment en ligne? Quels sont les pièges à éviter? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas se faire arnaquer, entre guillemets, lorsqu'on choisit une pierre et notamment lorsqu'on les achète en ligne? Donc ça, c'est une question très intéressante parce qu'autour du milieu de la joaillerie, gémologie, il y a eu beaucoup d'abus à ce niveau-là, surtout de confiance au niveau des consommateurs finaux. Donc moi, ce que je suggère à n'importe quel client qui souhaite acheter une pierre en ligne, c'est déjà de passer par un fournisseur de confiance, que les pierres aient été sélectionnées par un gémologue et surtout livrées avec un certificat prouvant de la nature de la pierre, indiquant si la pierre ayant subi un traitement ou non. Sur un certificat créé par un gémologue, il doit y avoir la nature de la pierre, son origine, le type de traitement qu'elle ait subi, la forme de la pierre, pour pouvoir identifier si la pierre achetée est bien celle, celle qui a été fournie, donc la forme et ses dimensions, sa couleur. Voilà, d'avoir un petit peu la carte d'identité de la pierre achetée et surtout de passer par un fournisseur de confiance. D'accord. C'est ce que vous fournissez chez Perlenco, c'est le service notamment exactement que je fournis pour Perlenco. Ce sont des pierres à sélectionner et certifiées pour chacune d'entre elles. Donc c'est vraiment un gage de confiance pour tout consommateur qui voudrait se rabattre vers Perlenco pour acheter une pierre en ligne. Voilà. Et si on parle au niveau des tarifs, par exemple, si on voit une pierre qui normalement est censée être plutôt onéreuse, mais qu'on la voit pas chère, est-ce que ça veut forcément dire que c'est pas une bonne pierre? Qu'est-ce qui fait le prix d'une pierre? Voilà. Qu'est-ce qui fait le prix d'une pierre? Est-ce que c'est uniquement sa rareté ou est-ce qu'il y a un effet de mode? Alors, on parlait du saphir-til qui a tendance à augmenter parce qu'elle est très à la mode, mais il y en a d'autres également. Qu'est-ce qui fait qui peut justifier un prix? Il y a plusieurs choses qui aujourd'hui justifient le prix d'une pierre. Alors, vous avez cité le saphir-til, c'est aujourd'hui une pierre qui subit un effet de mode, et c'est ce qui fait son prix. Le saphir-til n'a pas énormément de points d'extraction dans le monde. On le retrouve principalement en Tanzanie et à Madagascar. La meilleure qualité se trouvant en Songea, en Tanzanie. Donc là, on peut parler vraiment d'effet de mode autour du prix.
parce que l'effet de mode faisant grandir la demande. Il y a plus de demandes et voilà, c'est la loi basique de l'offre et la demande. Après, pour des pierres qu'on peut dire d'exception, des grosses pierres, là on va réellement parler de rareté, c'est-à-dire des pierres qu'on ne peut trouver qu'à 10 ou 15 exemplaires dans le monde. On peut parler de pierres de collection. Donc il y a la rareté, l'effet de mode, et également on peut aussi prendre en compte les difficultés d'extraction. Par exemple, pour les saphirs originaires du Cachemire, le prix est donné par les difficultés à extraire ces pierres. Les mines du Cachemire sont des mines à 4000 mètres d'altitude, très difficiles d'accès. Donc là, pour des pierres du Cachemire, on paie effectivement le coût de la difficulté, le coût d'extraction, les difficultés d'extraction. Voilà. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Si je devais synthétiser et faire une conclusion autour de ça, je mettrais 1, effet de mode, 2, rareté générale de la matière. D'accord. Et du coup, je dévie un petit peu sur le diamant. On sait donc qu'il existe des diamants naturels et des diamants synthétiques. Tout à fait. Quelle est la différence? Est-ce que ce sont les mêmes pierres? Qu'est-ce qui justifie un prix différent et qu'est-ce qui fait qu'on peut choisir l'un ou l'autre? Quels sont les critères? Sur le plan physique, composition vraiment chimique de la pierre et physique par rapport aux propriétés de la pierre, ce sont les mêmes pierres. Le diamant, autant naturel que de laboratoire, est composé de carbone. Les deux ont une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs. Les deux ont une densité de 3,52. Ils ont les deux le même indice de réfraction, donc ce sont les mêmes pierres. À l'œil nu, on ne voit pas de différence? À l'œil nu, il est très difficile de faire la différence entre les deux. La seule différence, ce sont les zones de croissance. Un novice ne pourrait pas faire la différence, même un gémologue. Ah ouais. Parce qu'il est nécessaire d'avoir des outils de contrôle spécifiques que seuls des laboratoires ont pour analyser cela. Après, la différence, elle est surtout au niveau de la croissance de la pierre. Un diamant naturel met aux alentours de 2 milliards d'années à se former dans la couche supérieure du manteau terrestre, alors qu'un diamant de synthèse est créé par l'homme. C'est un procédé industriel qui prend 3 ou 4 mois. C'est une approche totalement différente. Donc on va plus choisir sur l'éthique, le choix se portera plus sur quelque chose de non visible finalement. Tout à fait. Ouais. Parce qu'à l'œil nu, on ne pourra pas la différencier. Oui, d'accord. Tout à fait. Alors, et puisqu'on en est sur le diamant, je sais que notamment parmi mon audience, parmi mes élèves, on est au courant qu'il ne vaut mieux pas braser autour d'un bijou, d'une pierre déjà sertie, mais on a tous entendu dire que notamment le diamant, certaines pierres pouvaient résister à la chaleur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument... Ou est-ce qu'on ne met pas de flamme sur une pierre, quoi qu'il en soit? Bon, pour le diamant, on peut braser, bien sûr, raisonnablement sur un diamant, parce que le diamant a un point de fusion aux alentours des 3500 degrés à la brasure. Donc il va se carboniser à partir de cette température-là. Donc voilà, qu'on n'atteindra pas au chalumeau, donc il n'y a pas un réel risque autour du diamant. Avec la dilatation du métal peut-être, si on fait notamment un certiclo Très faible, parce que l'or fondra avant de venir cliver ou égriser un diamant qui est beaucoup plus dur que l'or, que le métal en lui-même. Donc il n'y a pas de risque réel à ce niveau-là. Par contre, sur des pierres fines comme le zircon, je prends l'exemple du zircon du Cambodge qui est bleu. C'est une pierre qui, aux alentours de 600 ou 700 degrés, pourra migrer vers le jaune, voire le rouge. Donc changer de couleur. Changer de couleur. Donc si vous souhaitez conserver la couleur bleue de votre beau zircon du Cambodge, il vaut mieux éviter de l'exposer. Et est-ce qu'il existe d'autres pierres Oui, on peut se retrouver ce changement de couleur sur l'améthyste. L'améthyste, étant exposée à d'autres températures, peut migrer vers le jaune. Et puis après, historiquement, l'homme chauffe des saphirs pour améliorer sa couleur. Donc le saphir chauffé, c'est une pierre naturelle qui est chauffée pour faire fondre ses atomes de titane et rehausser sa couleur bleue. Donc souvent, l'être humain intervient au niveau du saphir pour améliorer sa couleur
en lui faisant subir un traitement thermique qui est bien sûr différent de l'abrasure, c'est un sujet autre, mais on peut également observer un changement de couleur après avoir traité thermiquement un saphir. Du coup, une dernière question un petit peu technique. Est-ce qu'une pierre peut, à force d'être portée, donc une pierre déjà sertie, un bijou porté, est-ce qu'une pierre peut être altérée, que ce soit par des rayures ou par un changement de couleur ou... Non, alors, une pierre, effectivement, portée au fil des années, peut s'égriser, s'altérer. Tout à l'heure, on a parlé de la tourmaline. La tourmaline, c'est une pierre qui est très à la mode en ce moment, parce qu'elle a une grande qualité. Cette pierre-là, c'est qu'on peut la retrouver sous énormément de couleurs différentes et à un prix très abordable. Donc, on a un rapport prix-volume qui est très intéressant. Mais par contre, c'est une pierre qui, sous un aspect physique, a une dureté intéressante, mais à la fois assez faible, qui est de 7 à 7,5 sur l'échelle de Mohs. Donc, elle fait partie des pierres qui, en étant portées au fil des jours, pourront s'altérer, donc s'égriser, se rayer, voire même, en cas de choc, se casser. D'accord. C'est une pierre qui est assez tendre. Et dans ces cas-là, pas de choix que de dessertir, repolir une pierre qui est égrisée, rayée ou cassée dans un petit coin aux alentours du rondiste. Il n'y a pas d'autre choix que de la dessertir et faire intervenir un lapidaire. Oui, pour venir la polir. Repolir ou retailler celle-ci. Allez, une dernière question avant de passer à un petit jeu, mais est-ce qu'il y a un mythe sur les pierres que tu entends et que tu aimerais un peu débunker? Un mythe sur les pierres... Quelque chose que tu entends tout le temps et tu te dis non, c'est pas forcément vrai. Il y a une chose que j'entends souvent qui me fait sourire déjà, c'est que beaucoup de clients me disent « Oui, mais une pierre, une fois qu'elle est montée, elle n'a plus de valeur. » Ah bon? Oui, alors ce sujet revient souvent, principalement d'une clientèle de particuliers. Le particulier pense souvent qu'une pierre, une fois qu'elle a été sertie sur un bijou, perd de sa valeur. Alors ceci est totalement faux, parce qu'une pierre a une valeur intrinsèque, et une pierre conservera parfaitement sa valeur, même une fois montée sur un bijou. Même si elle s'altère un petit peu au fil du temps, il est possible de la faire repolir, afin de lui redonner sa brillance et ses qualités d'origine. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais démentir aujourd'hui. D'accord. Une pierre ne perd pas sa valeur en étant montée sur un bijou. Au contraire, elle cultivera une valeur sentimentale en plus de sa valeur réelle. Eh bien, c'est bien dit. Ça, c'est un vrai mythe qu'il valait mieux éliminer. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais, Édouard, si tu le veux bien, qu'on passe à un petit jeu. Voilà, pour clôturer cette interview en beauté. Ce petit jeu, je l'ai intitulé « C'est qui le plus fort sur l'échelle de Mohs ?» On dit l'échelle de Mohs. Alors, l'idée, c'est de tester tes connaissances, mais il y a quelques pièges. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas toutes les réponses. Première question, c'est qui le plus fort, le diamant ou la turquoise? Le diamant. Le diamant, qui est à 10 sur l'échelle de Mohs. Voilà. Et le turquoise? 5. 5, ok. C'est qui le plus fort, le zircon naturel ou l'oxyde de zirconium? Le zircon naturel. Le zircon naturel? Je dirais, ah ouais, ouais. D'accord. Attention, un petit peu plus compliqué, c'est qui le plus fort, la topaze ou le spinel? Alors, question difficile parce que les deux pierres, que ce soit le spinel ou la topaze, se situent aux alentours de 8 sur l'échelle de Mohs. Ouais, elles sont à quasi-égalité. Donc, elles ont un indice de dureté qui est quasiment égal. On commence les questions un peu plus pièges. C'est qui le plus fort, l'opale ou le sel de table? Alors, l'opale aura une résistance à la rayure supérieure au sel de table. Elle se situe aux alentours de 5,5 sur l'échelle de Mohs contre 2 pour le sel. Ouais. C'est vrai. Donc le sel ne peut pas rayer, a priori, le sel ne peut pas rayer l'opale. C'est qui le plus fort, l'émeraude ou le verre? Alors, je pense que l'émeraude a une dureté supérieure au verre. Elle se situe entre 7 et 7,5. Ouais. Et le verre sera aux alentours de 6. Alors, je ne sais pas pour le verre. Je me suis noté qu'en théorie, l'émeraude est supérieure, mais elle est plus fragile à cause du coup de ses inclusions. L'émeraude aura une résistance à la rayure supérieure au verre, mais elle sera inférieure en termes de cassure au verre.
Alors, c'est qui le plus fort, le diamant ou une perceuse de bijoutier? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Si on prend une perceuse standard avec un forêt standard, ce sera le diamant qui sera le plus fort. Par contre, aujourd'hui, il existe des outils de découpe au diamant. Ouais. Oui, là, je pensais aux outils en acier, hein, plutôt. Par rapport à un outil en acier, le diamant sera plus fort et ne pourra pas être abrasé par la perceuse. C'est ce que je m'étais noté aussi. C'est qui le plus fort, la coquille d'œuf ou la nacre? La nacre, je pense, non? Ouais, de peu, mais c'est la nacre, effectivement. C'est qui le plus fort? La pierre... Alors attention, là, on va tester tes connaissances. La pierre de naissance de mai ou la pierre de naissance d'avril? Bon, étant du mois de mai, je vais dire le mois de mai. Oh, effectivement. Ah non, c'est avril. Le mois de mai, je vais te dire, c'est l'émeraude. Et avril, c'est le diamant. Non, bon, je l'ai appris moi aussi. Non, mais t'inquiète. C'est qui le plus fort, mon ongle ou une perle? C'est la perle. J'ai noté que l'ongle est légèrement... Alors, ça dépend des ongles. Moi, j'ai des ongles très durs. Légèrement plus dur que la perle, mais à peu de choses près, et pourrait rayer un coup d'ongle, pourrait rayer une... Et enfin, la dernière, c'est qui le plus fort, mon papier émery ou le saphir? Ah, ben alors ça, c'est une question très intéressante parce que le papier émery a souvent un indice de dureté égal au saphir. Ah oui. Parce que le papier émery, c'est du corindon. Ouais. Donc le corindon a une dureté de 9 sur échelle de Mohs, comme le saphir. Donc théoriquement, avec une exposition de la toile émery forte sur un saphir, on pourrait commencer à rayer un saphir avec de la toile émery. Bravo, c'est exactement ce que j'ai marqué. Voilà, merci. Merci beaucoup, Édouard, de t'être prêté au jeu. Merci à vous. Et merci de nous avoir enseigné sur tout ce que... Pas tout. J'imagine que là, tu n'as pas donné tout ton savoir, mais en tout cas, nous avoir enseigné sur les bases, les balbutiements pour choisir correctement ces pierres. Et notamment, voilà, on peut découvrir ta sélection sur le site de Pearl & Co. Tout à fait. Merci d'avoir suivi cette interview. Et puis, au plaisir d'une prochaine avec d'autres questions. Merci à vous.